Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une chaudière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Vapeur 27. Dans cette vidéo, donc, je vais remplacer la pompe de la chaudière vapeur par une pompe neuve. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques explications sur le fonctionnement de ce type de pompe. Donc les pompes à canal latéral auto-amorçante multicellulaire. Ah ben voilà, depuis que je l'ai fait réparer, c'est-à-dire que je le PC depuis le roulement, donc le gars il a repris les roues, et là qu'est-ce qu'on constate? Je suis en deuxième allure, je suis au taquet et la pompe tourne en permanence. Donc l'intervention, on va dire que c'est pas super bien passé dans le sens où là elle devrait s'arrêter là, et là elle tourne en permanence, je suis limite. Donc ça montre bien que faire réparer ce genre de pompe, faut vraiment le faire par des gens qui ont vraiment un haut niveau de maîtrise de ce genre d'appareil, ce genre de système, parce que là on voit il doit y avoir des fuites internes, sur la pompe, et comme là je suis à 10 bars dans la chaudière, elle a du mal, il y a de l'eau qui passe c'est sûr, il y a un débit qui passe mais il est pas assez fort. Donc là on l'entend, là, le rouleur en train de passer en première allure. Donc là peut-être qu'elle va réussir à atteindre le niveau du relais qui contrôle la pompe. Mais là j'hallucine. En principe les pompes au maxi elles marchent 30 secondes, mais là ça fait plusieurs minutes qu'elles tournent. Voilà, on voit le niveau minimum il est pas loin quoi. Le problème c'est que quand vous atteignez le niveau minimum ça coupe la chaudière quoi. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Faut voir comment ça tient dans le temps. Bon, en tout cas, et puis c'est pratiquement plus au pressé tout, c'est sûr. Mais ça craint. Voilà, et on peut voir que au niveau du PC tout, ça goûte un petit peu quand même. Bon, c'est pas méchant, mais l'autre à l'arrêt, elle ne goûte pas. Ouais, mais elle date de 2011 aussi, elle a que 3 ans. Alors voilà ce que ça donne. Donc on peut voir que lorsqu'on est en deuxième allure, c'est-à-dire en pleine production, la pompe s'arrête en gros aux alentours des 1040. Et lorsqu'elle marche, elle marche aux alentours des 2046. Là on peut le voir, 2040. J'ai fait un autre petit relevé lorsqu'au niveau de la blanchisserie ça en pause. Donc là on passe de la seconde allure à la première allure. Et là on peut voir que le temps de marche de la pompe a été jusqu'à 4 minutes 10. Donc le fait d'avoir fait réparer la pompe, je suis sûr que ça a rallongé le temps de fonctionnement. Et là je le vois au niveau de mon bidon. Donc c'est pour les produits de traitement à la chaudière. Là on peut voir que je suis ici. Alors qu'en principe je devrais être plutôt vers ici. Parce que là, vu la cadence où je bouffe le produit, en 3 jours et demi j'ai vidé mon bidon. Alors qu'avec un bidon plein, je tiens 5 jours. Parce que là, c'est vraiment impressionnant la consommation de produits. Donc c'est vraiment le fait de leur faire réparer, le gars, ce qu'il a fait au niveau de l'usinage. Ça doit créer des fuites internes. Je dois perdre donc en débit à 10 bars. Et ça se voit, mais clairement, quoi. Donc voilà, donc on voit qu'on est à 12 bars 5. Donc là les mecs, alors si on fait la pause, et ben la chaudière s'est mise en défaut parce que la pompe donc, qui a été réparée, ben, elle fournit plus assez de débit à 12 bars, elle tient plus le choc. À 10 bars ça passe, à 11 bars ça passe limite, et là je le vois là j'appuie, et voilà, bon là je suis à 12 bars 5, hein. Je suis au taquet à 12 bars, et là je vois que la chaudière je la remplis, mais ça met trop de temps. Ça met trop de temps, et quand on est en production, eh bien il n'y a pas assez d'eau qui. L'eau n'est pas renouvelée assez vite, et voilà quoi. Donc bilan des courses, la chaudière, la pompe réparée, ok. Mais le fait d'avoir enlevé de la matière, en tout cas pour réajuster les roues, a fait que voilà quoi. Sous pression, tient plus le choc. Mais bon.
c'est bon pour changer la pompe. Et là, malheureusement, ces pompes-là, le délai c'est 6 semaines. Au secours. Ouais, c'est que dalle, ça monte à une vitesse ridicule. Alors voici la nouvelle pompe que je vais mettre ici. Donc voilà, donc celle-là, hein, elle tient pas la pression, hein, à 11 bars, elle n'arrive plus à charger la chaudière vapeur. Donc ça c'est la nouvelle, donc je vais la mettre. Donc là j'ai envoyé l'accouplement qui était ici. Donc je l'ai mis sur la nouvelle pompe là que je suis en train de fixer, que je vais aligner là. Donc là vous voyez, là, comme j'ai pas de matos pour enlever l'accouplement, j'ai dû y aller au marteau pour l'enlever. Donc bon, je l'ai un peu marqué, mais ça devrait quand même le faire. Et là je vais laisser entre 1 et 2 mm de jeu entre les deux là. Parce qu'à l'intérieur, bon, je l'ai pas montré quand je l'ai montré dans la photo d'avant là. Il y a des petits caoutchoucs qui vont pour reprendre les heures de lignage. Donc là maintenant, là j'ai raccordé ma pompe, je vais aligner. Et là je vais mettre le clapet anti-retour ici là, qui empêche la vapeur sous pression de rentrer dans la pompe, hein. C'est-à-dire de rentrer dans la pompe pour pas l'exploser quoi. Voilà quoi ça ressemble. Et là donc je vais mettre, pour faire l'étanchéité, je vais mettre des joints en PTFE Gore. Bon ben voilà, ça y est, elle est montée, les joints, tout est bon. Donc là je vais la faire tourner un petit peu, là pour remplir la chaudière, je vais voir si ça tourne dans le bon sens. Bien sûr je vais ouvrir l'alimentation en eau, hein, faut pas oublier de faire le fil, ça j'avais fait avant. Le sens de rotation, ben, il n'a pas bougé, hein. Je n'ai pas touché au moteur électrique, donc il faut quand même contrôler la flèche sur la pompe. Donc sur cette pompe il n'y a pas de flèche, elle est merdique la flèche, elle est sur l'étiquette de l'autre côté là. Et bon voilà. Vas-y appuie et laisse appuyer. Ouais, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est propre même. Ouais, vas-y, relâche. Ok, c'est bon, merci. Il faut savoir que ça se dessert, je sais pas pourquoi. Sûrement de cause des vibrations, donc ça je le resserre de temps en temps. Alors bien sûr, je le fais hors pression. Là, je viens de le faire. Là, je suis en train de tester ma pompe. Donc là, je suis à 11 bars. Donc là, maintenant, ce que je vais voir, c'est si elle arrive à charger en pression. Donc là, elle est neuve, donc ça devrait le faire. Et ça va être son premier test en pression. Et c'est lui qui régule le niveau de la chaudière. Avec des électrodes qu'il y a dans cette bouteille. Niveau bas, niveau haut. Marche fort, pas répond. Donc là on peut voir que le niveau n'est pas bon, le voyant est éteint. La pompe est en marche. Et on voit qu'elle charge. Elle charge bien. Je vais encore refaire 2-3 cycles pour être sûr. Pour être sûr que tout se passe bien. D'ailleurs on peut voir que le voyant rouge s'est allumé. Le vert c'est le voyant mis sous tension et le rouge c'est lorsque le contact bascule. En tout cas lorsqu'il y a une bascule de contact. Voici la pompe montée. Donc comme c'est une pompe un peu particulière, je vais prendre la documentation constructeur et donner quelques explications sur le fonctionnement de cette pompe. Donc ceci est la documentation constructeur de la pompe. Donc c'est une pompe à canal latéral, donc auto-amorçante multicellulaire. Donc on peut voir donc le débit de cette pompe aller, donc suivant le modèle de pompe bien sûr, hein, de 0,4 à 7,5 m3. La hauteur de refoulement possible va de 10 à 242 mètres donc de colonne d'eau. Hein. Donc 10 mètres c'est 1 bar. Donc 242 mètres ça fait 24 bars en gros. Donc température maximum 120 degrés. On peut avoir cette pompe soit avec des garnitures mécaniques ou passé toupe. Donc l'ancienne, je l'avais en passé toupe. Et la nouvelle, je sais pas d'ailleurs. Voilà donc l'application de la pompe. Donc les pompes Sterling SI-HI
donc SI de type AKHX, sont des pompes à canal latéral auto-amorçantes fonctionnant silencieusement et permettant le pompage simultané de gaz et de liquide. Donc en principe une pompe, hein, ça fait que du liquide. Hein. Mais c'est là, bon, c'est une de ses particularités. Donc les pompes AKHX sont utilisées pour le pompage de liquide propre dans des conditions de pompage difficiles. Donc leur courbe débit-hauteur autorise une régulation précise de la pression avec une faible variation de débit. Donc là on peut voir aussi là, au niveau des paliers, donc, soit avec un roulement à billes et un palier lisse lubrifié par le liquide pompé, ou on peut l'avoir avec deux roulements à billes. Roulement à billes selon norme DIN 625 et graissé à vie. Donc c'est pas parce qu'il y a une tétine de graissage souvent sur les pompes qu'on a besoin de les graisser, hein. On peut avoir à l'intérieur des roulements graissés à vie. D'ailleurs, étanchéité de l'arbre. L'étanchéité d'arbre est assurée par garniture mécanique tournante normalisée ou par presse-étoupe. Donc la conception, hein, les pompes de la gamme SIHI sont des pompes à canal latéral multicellulaire. La série comprend actuellement 3 calibres comportant chacun de 1 à 6 étages. Donc moi, sur celle que j'ai 4 étages. Donc là, je vais lire le principe de fonctionnement de cette pompe, qui est assez particulier. Donc la pompe AKHX est un système de pompe à canal latéral auto-amorçante multi-étagée. Donc ça pète, je trouve. Donc un étage à canal latéral est constitué par un corps intermédiaire d'aspiration 1. Donc on le voit ici. Un corps intermédiaire à canal latéral 2. Donc c'est celui-là. Et une roue ouverte à ailette située entre les deux corps intermédiaires. Donc là, la roue, on la voit ici. Là. Donc ici, c'est l'aspiration. Là, on a l'arbre, donc le moteur, il est ici. Donc eux, ils appellent ça donc un corps intermédiaire, là, donc les parties de la pompe. Donc ok, ça rentre là et ça rentre là. Donc après, on a cette photo là qui est intéressante, là, ce schéma qui est intéressant. Donc l'entrée du fluide se fait par l'intermédiaire de la lumière d'aspiration 4. Donc l'entrée du fluide se fait ici, d'accord. La rotation de la roue ouverte à ailette engendre une dépression au début du canal, permettant l'aspiration du liquide, mélangé ou non à du gaz. Ouais, donc la roue, on la voit, elle est ici. Là. La pression est générée par un effet tourbillonnaire dans le canal latéral 5. Donc ça, c'est ici, hein, canal latéral 5, hein, je pense que c'est ça, c'est l'intérieur. Le liquide est ensuite dirigé vers l'étage suivant par l'orifice de refoulement 6. Donc voilà, donc là on a l'orifice de refoulement 6. Le canal de déplacement d'air 7 provoque un effet de piston liquide qui dirige le gaz véhiculé à la base des ailettes vers l'orifice des évacuations des gaz en 8. D'accord, donc là l'orifice serait ici pour le gaz. Donc il y a 3 orifices alors. L'aspiration, donc le 4, le refoulement le 6, et pour évacuer les gaz, le 8. Une pompe à canal latéral permet de désaérer et dégazer la conduite d'aspiration et est donc particulièrement recommandée pour le pompage en réservoir situé en dessous du niveau de la pompe. Donc moi mon réservoir il est au-dessus. Une pompe à canal latéral peut pomper des mélanges liquide-gaz jusqu'à 50% du volume en gaz. La capacité auto-amorçante et la possibilité de pomper une grande quantité de gaz garantissent un pompage continu même dans le cas où il y a évaporation du liquide, ce qui assure une sécurité accrue dans le processus industriel. Afin d'éviter la cavitation, la hauteur comprise entre le niveau du liquide et l'entrée de la pompe à l'aspiration est limitée. Cette hauteur est liée au NPSH. La pompe AKHX est donc particulièrement recommandée pour le pompage de liquides proches de leur température d'ébullition pour un coût acceptable. Donc c'est bien le cas pour une bâche alimentaire, hein, car en principe la température dans une bâche alimentaire peut monter donc à 90 degrés, voire même plus, donc comme elle est à la pression atmosphérique, quoi qu'il arrive on ne peut pas dépasser les 100 car à 100 degrés à la pression atmosphérique l'eau change d'état. Donc là on peut voir une vue en coupe de la pompe. Donc là on voit 1, 2, 3, 4 roues. Donc là on peut voir sur cette pompe, donc il y a un roulement à billes, donc à l'opposé de l'axe et le roulement à billes là, du côté du moteur. Et là on peut voir que l'étanchéité c'est fait par le biais, donc sur cet axe là, de garniture mécanique. Ici là, donc 4330 c'est la garniture mécanique.
Et donc là, sur ce style de pompe là, donc avec presse étoupe, donc ici, donc là on a l'arbre moteur, là on a un roulement à billes, et ici on a donc l'étanchéité qui se fait par le presse étoupe, hein, les étoupes, et ici c'est le fouloir. Et donc là par contre, à l'opposé de la pompe, on a en 5451 les coussinets. Ils appellent ça des coussinets. Donc ça c'est la pompe que j'avais fait réparer là chez le réparateur de pompe là. C'était ce style de pompe là quoi. Un roulement, presse étoupe, coussinet. Donc moi ma pompe c'est la 3104, la 3104. Donc il y a un truc qui est très intéressant avec ce schéma là. Donc on peut voir donc, la hauteur manométrique de la pompe par rapport au débit. On peut voir la puissance absorbée, la puissance qu'il faut fournir à l'arbre pour avoir ce débit là, donc la puissance qui sera fournie par le moteur, et donc le NPSH. Et là ce qu'on peut voir c'est que lorsqu'on a la HMT maximum sur cette pompe, d'accord, donc la HMT maximum on peut la voir en fermant le refoulement, on a l'intensité au moteur maximum. Alors que sur les pompes de chauffage c'est l'inverse, lorsque l'on a la HMT maximum, c'est-à-dire lorsqu'on l'enferme par exemple le refoulement de la pompe sur du chauffage, on a l'intensité minimum. Vous voyez? Et sur du chauffage, lorsqu'on a le débit maximum, on a l'intensité maximum. Alors que là, c'est l'inverse. Sur ce type de pompe, lorsqu'on a le débit maximum, au niveau du moteur, on a l'intensité minimum. Donc souvent, ça c'est un piège. Hein. Souvent, les chauffagistes pensent que lorsqu'un chauffagiste d'astreinte vient sur ce genre de pompe, sur ce genre de chaudière vapeur, il ne comprend pas. Donc voilà, donc moi je suis sur la 3104. Je dois travailler donc à 10 bars, donc 10 bars ça fait 10-12 bars, donc ça fait du 100 mètres, 100 mètres, 120 mètres, on va vers ici, là. Hop, on va mettre vers ici. Voilà. Alors en gros on travaille sur cette zone là, donc je dois être capable d'envoyer dans la chaudière vapeur avec cette pompe là entre 2 et 3 mètres cubes heure sous pression. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble l'intérieur de la pompe, vous pouvez regarder la vidéo Vapeur 27, réfection d'une pompe multicellulaire de 4 étages d'une chaudière vapeur. Une vidéo très intéressante d'ailleurs.